Bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle histoire d'horreur. Aujourd'hui nous allons parler de l'histoire qui a inspiré le film Veronica. On va changer un peu de thème par rapport aux anciennes histoires d'horreur car aujourd'hui il va y avoir du paranormal dans l'air. Pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce qu'est le film Veronica, c'est tout simplement un film d'horreur qui est sorti maintenant il y a quelques années. Bienvenue dans l'affaire Vallecas. Nous sommes dans la banlieue de la capitale espagnole et l'affaire Vallecas est la toute première histoire paranormale qui va être rapportée par la police espagnole. L'histoire concerne Estefania Gutiérrez Lazaro et tout commence en mars 1990 où son grand-père est mourant. Il vit malheureusement ces derniers jours et toute la famille se réunit pour être auprès de lui. Quelques jours passent et le grand-père décède, mais avant de rendre ses derniers souffles, il promet à sa fille de lui rendre la vie impossible. Sur le coup, la famille ne porte pas forcément attention à ces derniers mots et pense que c'est du second degré venant du grand-père. Mais cela va quand même marquer l'esprit de la fille. La semaine qui suit, Estefania va réaliser une séance de spiritisme avec ses copines dans la cour de récré avec une table de Ouija improvisée qu'elle aura créée avec des bouts de carton. Il faut savoir que ce n'est pas sa première séance car elle en a déjà fait auparavant, mais rien ne lui était jamais arrivé de paranormal ou autre, elle n'avait jamais vu de phénomène étrange se produire. Les jeunes filles veulent donc rentrer en contact avec le petit ami d'une d'entre elles qui était décédé quelques mois plus tôt dans un accident de moto. Mais la séance est très vite interrompue par un professeur qui tombe sur les filles en train d'essayer de contacter les esprits et ce dernier ne veut pas qu'elles s'amusent à essayer d'entrer en contact avec quelqu'un. Car effectivement, sur le coup, les filles ne réalisaient pas réellement le danger qu'elles pouvaient encourir avec cette table. Le professeur confisque donc la table de Ouija ainsi que le verre qui était utilisé pour la séance. Après avoir confisqué le matériel, le professeur va déchirer la planche et briser le verre au sol. Mais c'est là que les problèmes commencent. Quand le verre se brise au sol, une épaisse fumée noire s'en échappe, vole dans l'air et finit directement par arriver dans le nez d'Estefania. Car oui, les filles étaient encore présentes au moment de la scène. Comme je vous l'ai dit précédemment, ce n'était pas la première fois qu'Estefania réalisait ce genre de séance, mais ce fut bien la première fois qu'elle vit un phénomène paranormal. Personne ne comprend réellement ce qui s'est passé, donc tout le monde repart de son côté, mais vous sentez que ça commence à mal tourner. Dans les jours qui suivent, Estefania commence à se plaindre auprès de ses parents qu'elle voit des silhouettes pendant la nuit. Elle a même l'impression que ces ombres l'entourent en se tenant la main et en murmurant, je cite, « Viens vers nous ». Malheureusement, les parents ne la prennent pas au sérieux et commencent à douter de la santé mentale de leur fille. Mais un jour, tout va changer pour Estefania. Elle est prise de convulsions, les yeux retournés, la bave aux lèvres. Elle parle même avec une voix rauque, comme si c'était celle d'un homme qui parlait à travers elle pour insulter sa famille. Face à cette situation, ses parents décident de l'interner en asile psychiatrique pensant que leur fille est devenue folle. Estefania va être transférée d'hôpital en hôpital et aucun d'entre eux n'arrivera à trouver le problème qu'elle a ou une solution pour apaiser ses problèmes. Un jour, elle est transférée dans l'hôpital Gregorio Marañón et elle sombre dans le coma. Elle meurt tragiquement quelques jours plus tard d'une cause inconnue. Les médecins réalisent plusieurs autopsies, elle est même autopsiée par beaucoup de médecins et aucun d'entre eux n'arrive à réellement trouver la cause de la mort. Ils finissent donc par tous conclure à un arrêt cardiaque. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais ce n'était que le commencement pour la famille. Après la mort d'Estefania, des phénomènes paranormaux commencent à se produire dans la maison familiale. Les parents entendent des voix derrière leur porte, ils retrouvent la chambre d'Estefania complètement ravagée, ils entendent des coups et des bruits dans les murs, les portes qui claquent et qui s'ouvrent toutes seules, et parfois la température qui baisse soudainement dans certaines pièces. Un jour, durant l'automne, les choses vont s'amplifier. La famille entend des bruits et des coups dans les murs comme si ces derniers allaient exploser. Pris de panique, ils décident de se barricader et de s'enfermer dans le salon avec les moyens du bord. Ils prennent donc les objets les plus lourds de la pièce, les mettent contre la porte pour empêcher la chose qui était ici d'entrer. Mais vous le sentez venir, une sorte de vent s'engouffre dans le couloir et arrive à ouvrir la porte, poussant tous les objets qui étaient placés devant. Tous les objets se mettent à voler et sont projetés violemment contre les murs et la famille impuissante attend que cette tempête s'arrête. Une fois la tempête passée, un objet va attirer l'attention de la famille. Une photo en plein milieu de la pièce d'Estefania. La photo de la jeune fille souriante avait été prise quelques mois avant sa mort, mais au moment où un membre de la famille la saisit, elle s'enflamme dans ses mains, toute seule, effaçant seulement le visage d'Estefania.
Je vous mets cette photo car c'est vraiment marquant, on voit que la combustion a bien eu lieu sur le visage et qu'elle s'est arrêtée, laissant le reste de la photo et le cadre intact. Depuis cet événement, la famille va commencer à avoir des ombres noires pendant la nuit et vont commencer à comprendre la détresse qu'a pu avoir leur fille quelques mois auparavant. Un soir, les deux jeunes sœurs d'Estefania vont assister à un nouveau phénomène paranormal. Elles sont toutes les deux dans leur lit superposé et vont apercevoir une ombre noire sans visage qui rampe au sol. À la vue de cette chose, une réaction totalement normale, elles vont se mettre à crier. Mais cela va amplifier le phénomène et toutes leurs poupées vont se retrouver projetées violemment contre les murs. La famille, qui est totalement terrorisée par les phénomènes qui se produisent dans leur maison, décide enfin d'appeler la police pour déclarer que leur maison est hantée. C'est donc le 27 novembre 1992 que le père appelle la police afin de déclarer les faits. La police commence par ne pas prendre du tout au sérieux le père, mais décide quand même d'envoyer une patrouille après que la mère et les filles aient raconté exactement la même version que le père et surtout en voyant la détresse de ces derniers. La famille attend l'arrivée de la police sur le trottoir devant leur maison, malgré le froid de l'automne tellement ils sont terrorisés. Le chef de la police, José Negré, avec quelques agents, finit enfin par arriver à la maison à 2h40 du matin. Ils entrent donc tous dans la maison et la famille commence à raconter l'histoire depuis la mort du grand-père. La police reste perplexe face à cette histoire, mais va vite changer d'avis quand des nouveaux phénomènes paranormaux vont commencer à se produire. La porte du salon se met à claquer toute seule, une explosion retentit sur la terrasse et une ombre comme celle de la chambre des petites filles apparaît sur une table. Le chef de la police décide donc de continuer à vérifier les autres pièces de la maison et les phénomènes s'enchaînent. La salle de bain, qui avait été transformée en espace de stockage à cause de toutes les bizarreries qui se passaient dans la maison, a laissé un souvenir quelque peu glaçant au chef de la police. Il a confié avoir senti un froid glacial le saisir et ses cheveux s'hérissaient sur son crâne. Après tout cela, la police conclut qu'il y a, je cite, des phénomènes en tout point inexplicables dans cette maison. Conscient que les agents et le chef de la police ne pouvaient rien faire, ils quittent rapidement la maison car cette affaire leur fait froid dans le dos. Je vous propose de vous lire un petit morceau du conclusion du rapport de police afin de vous démontrer que réellement il reste des traces de cette affaire et que ça a été relaté par la police. Nous étions avec la famille. Nous pouvions entendre et voir comment une porte de placard parfaitement fermée s'ouvrait et se refermait. Nous avons vérifié la porte et tout était normal. Elle se déplaçait d'une manière anormale. Quelques instants plus tard, nous avons vu comme une nappe sur une petite table de téléphone où apparaissait une tache comme une substance brune que l'inspecteur a identifiée comme baveuse. Quand nous avons vérifié les chambres de la maison, nous avons vu une croix de bois tournée à l'envers et le Christ en métal sur elle avait été arraché. Une des filles a ensuite placé la croix derrière la porte sur une affiche. Puis au même moment, 3 griffures sont apparues. Depuis cette nuit-là, la famille a tout essayé, les prêtres, des exorcismes avec de l'eau bénite, mais en vain, rien ne fonctionne. La solution préconisée par la police et l'entourage est donc le déménagement, et c'est ce que va faire la famille. Depuis leur départ de leur maison hantée, ils n'ont ressenti aucun phénomène paranormal dans leur nouvelle habitation, et il en est de même pour les nouveaux propriétaires. Personne n'a rien eu de nouveau depuis. Vous connaissez maintenant la véritable histoire qui a inspiré le film Véronica. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, car c'est quand même une histoire qui fait un peu froid dans le dos, et surtout cette fois-ci on a quelques preuves malgré tout. Les preuves qu'on a aujourd'hui sont floues, c'est vrai que c'est compliqué de les avoir parce que c'est quand même une affaire qui date des années 90, mais ça a le mérite d'avoir été relaté par la police, ce qui me fait croire que quand même il y a un petit peu de vrai dedans. Alors je ne dis pas totalement que c'est vrai parce que vous savez que l'humain peut très vite interpréter beaucoup de choses et ça peut très vite mener à des confusions, donc je ne m'avancerai pas si cela est réellement vrai ou faux. À vous de vous faire votre avis et n'hésitez pas surtout à me donner votre point de vue dans les commentaires. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous souhaitez en voir plus. C'était Sloky, peace.